Bonjour Cyril. Bonjour Salomé. Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir sur le podcast de Sans filtre ajouté. Aujourd'hui, on est au Cial. On a énormément de choses à dire et en plus, je sais que vous speedez, vous avez un agenda, vous êtes un ministre. Non, pas du tout. Mais par contre, effectivement, on a la chance de pouvoir présenter une centaine de produits d'innovation sur le Cial. Donc effectivement, le planning, il est un petit peu chargé. Il est un peu mais chargé. je suis ravi de prendre ce temps avec vous. Et bah également, surtout que le podcast, c'est du temps long, donc c'est quand même hyper agréable. On peut traiter les sujets en profondeur. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter aux auditeurs de la grande distrie et de l'agroalimentaire qui nous écoutent? Ah oui, alors en plus, sachant que je viens de la grande distribution, donc je m'appelle Cyril Roquier-Prévost, voilà. Alors j'ai eu une carrière normale dans la grande distribution, j'ai fait plusieurs groupes, j'ai fait le groupe Avenir Télécom, après j'ai travaillé pour un groupe japonais qui s'appelle RGR, mais ça j'en parle pas trop parce que à l'époque ils faisaient du tabac, donc c'est pas très bien. Mais il faut bien commencer un jour. Exactement. C'est de l'agroalimentaire, mine de rien, c'est de l'agroalimentaire. Et puis après j'ai intégré le groupe Maximo. Maximo, c'est de la vente de surgelés à domicile, voilà, qui est basé à côté de Reims. Ouais. Et puis après, alors que je m'étais juré de ne jamais intégrer le groupe Carrefour, eh ben j'ai découvert cette belle ancienne et je me suis épanoui au niveau de l'expansion pendant quelques années. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené du coup à quitter le groupe Carrefour pour faire ce que vous faites aujourd'hui? Alors, pendant que je regardais les produits Carrefour, et comme c'était toujours sur de l'alimentaire, j'ai vu qu'il y avait 2-3 trucs. Alors, j'étais passionné de cuisine, ça c'est la première chose. Et puis après, je regardais de temps en temps les prix, les produits, les innovations. Et je me dis, tiens, il y a des trucs qui sont vendus, j'aurais pas le dire ça, mais que je peux faire moi-même à la maison. Donc j'ai commencé à créer en 2008 un premier blog, comme vous créez votre podcast, et qui s'appelait Kitchen Crease. Donc l'idée c'était d'avoir des produits faciles et pas chers, voilà, trouver des solutions comme ça. Et en fait ce blog en 2008, il a pris de l'importance parce qu'il s'appelait Kitchen et Crise. Et en fait, comme il y a eu la crise en 2008, oui, voilà, merci la crise. C'était un timing parfait. Voilà. Merci la crise, c'était pas prévu. On dit que c'est une question de timing, mais voilà. c'est vrai. Eh ben merci, parce que d'un seul coup, les journalistes ont commencé à taper kitchen, crise, les recettes faciles pas chères, et ils sont tombés sur un pauvre type qui racontait son expérience dans la grande distribution et qui disait j'ai des solutions de prix faciles et pas chères. Comme quoi, l'authenticité, le contexte, ça y fait c'est toujours comme ça. Énormément. Voilà. Ça y fait énormément. Donc ils m'ont invité, TF1 a vu donc M6 m'invite à faire des pastilles sur M6, à l'époque ça s'appelait 100% Mag avec Estelle Denis. Donc je présentais des astuces genre la cuisine des épluchures, la cuisine des restes, la cuisine au micro-ondes, quoi, voilà, des solutions faciles et pas chères. Et puis TF1 a vu ces pastilles, ils m'ont contacté parce qu'ils lançaient le programme Masterchef. Et après avoir refusé 3 fois, un peu comme Carrefour, j'ai finalement accepté et j'ai bien fait parce que ça a complètement révolutionné ma vie. Et pourquoi vous avez refusé? À l'époque, et d'ailleurs c'est dans 100% Mag, c'est vrai, hein, 100% Mag, je m'appelais Victor, je m'appelais pas Cyril, je voulais vraiment pas passer à la télé. Et c'est marrant parce que le lendemain matin des diffusions, alors que c'était tourné 3 mois avant, les gens venaient me voir au bureau et me disaient Cyril, j'ai vu un mec, il te ressemble trop. Alors, il était beaucoup plus bronzé que toi parce que vraiment on était maquillés. J'y crois pas. Mais c'est vrai, hein. Et il me disait, il a la même voix, incroyable, il te ressemble. Mais eux persuadés que c'est du live, mauvais vu la veille, voilà. Et si, il me disait, il y a un type qui s'appelle Victor. Ah, c'est incroyable. Et moi, je voulais vraiment pas passer à la télé. Donc Carrefour, ça a été... De peur de la notoriété et de tout ce que ça peut engendrer? Ouais, surtout de l'image. Ouais. Parce qu'en plus, en 2010, on est en plein Love Story. Je commence à me méfier. Je me dis, c'est pas du tout le genre de programme que je regarde. Quoi, je comprends tout à fait. Et en fait, j'ai eu la chance de voyager avec Carrefour en Angleterre, d'aller voir d'autres marques qu'on allait voir à l'époque pour faire de la vieille concurrentielle. Et en fait, je suis tombé sur le programme Masterchef en anglais. Et j'ai fait, ça a l'air plutôt sympa et c'est pas du tout un truc voyeur. Donc c'est comme ça que j'ai accepté. Et c'est pas du tout le cas, effectivement. En tant que justement animateur de programmes culinaires, vous êtes un chef visible à la télévision. Quels sont les impacts que toutes ces chaînes peuvent avoir, tous ces programmes peuvent avoir, les médias, sur la perception des consommateurs de la cuisine? Et puis, comment ça peut influencer finalement le consommateur qui est en train de faire ses courses? Alors, il y a plein de programmes, effectivement, maintenant. On a eu Masterchef, on a Top Chef, on a Le Meilleur Pâtissier. Et plus en plus qui sont incarnés par des chefs, j'allais dire, puissants, comme genre Cyril Lignac, Gordon Ramsay ou Jamie Oliver. Et tout ça, ça a créé des vocations. J'en suis moi-même un produit, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en passant justement à la télé, j'avais suscité moi-même des vocations de gens qui ont dit si lui il peut le faire, moi je peux le faire. Et on se retrouve dans des cas où aujourd'hui, si vous parlez de pâtisserie par exemple aux gens dans la rue, ils savent tous pâtisser, hein, et vraiment, et le niveau de pâtisserie. Donc les gens sont incarnés, ils ont vraiment absorbé ce que leur disait la télévision.
Et parfois, on voit que même lorsque un programme comme MasterChef fait une recette avec, allez, on va dire, un produit un peu, allez, trouvez-moi un produit un peu original. Bon, on va dire de la patate douce, mais bon, c'est pas très original. Ou à base d'algues, Ou par à base exemple. d'algues, voilà. Et ben, d'un seul coup, le lendemain matin, vous avez une rupture sur les rayons de ce produit-là. Et l'impact aussi, il est fort, et ça, c'est une expérience personnelle, c'est que la voix off, c'est la vérité pour les gens. C'est-à-dire que lorsqu'on entendait, par exemple, Cyril s'est trompé dans sa recette, le lendemain matin, je me faisais engueuler dans la rue en me disant, mais alors, tu t'es trompé dans ta recette, etc. Donc, ça a vraiment un impact, et la télé peut guider. Alors, il y a les émissions télé, mais il y a aussi la télévision, les journaux, les médias, les magazines, qui ont un rôle hyper important, parce que le journal de Jean-Pierre Pernaut à l'époque, ou même actuellement sur TF1, il y a toute une partie lifestyle où on apprend à manger local, où on a des recettes contre le diabète, et tout ça, ça a un rôle de prescripteur en fait sur les modes de consommation. Ça influence énormément, et en plus des médias, je parle vraiment de la cuisine hors domicile, ça influence énormément ce qu'on voit après en grande distribution. On est souvent un peu le dernier maillon de la chaîne à adapter finalement des tendances, puisque on vient s'inspirer des chefs, de tout ce qui se fait en cuisine au restaurant. Donc je vous rejoins absolument. Oui, puis ce qui est bien en plus, c'est que les chaînes maintenant ont compris, quoi, les chaînes de magasins, hein, quand je parle des chaînes de supermarchés, ont compris cet impact-là, et souvent maintenant ils sont associés. Quand Cyril Lignac faisait ses émissions de cuisine en direct, etc., c'était en partenariat avec une grande chaîne de... Comme ça, il préparait en amont les produits parce qu'il savait très bien que le jour même, il y aurait rupture sur ces produits. Bien sûr. Et au-delà de ça, même, alors là, j'ai vu récemment dans l'actualité, et je suis navrée, je n'ai pas le nom du chef, je ne m'en rappelle plus, Monoprix, qui fait une collaboration sur des feuilletés surgelés, donc à vérifier, avec un chef. Mais c'est vraiment tout récent sur de la marque distributeur. Voilà, exactement. Et ça se développe effectivement de plus en plus. Sur les tendances culinaires, donc vous avez eu l'occasion de découvrir et de promouvoir plein d'innovations culinaires à travers différents voyages, différentes émissions. Quelles sont, selon vous, les tendances alimentaires ou culinaires que vous considérez absolument essentielles pour la grande distribution aujourd'hui ? Il faut qu'ils regardent tout ce qui est en charge de l'environnement, tout ce qui va réduire l'impact carbone. Ça, vraiment, c'est la plus grande des tendances qu'il faut suivre. Il faut suivre aussi tout ce qui est packaging. Parce que moi qui ai eu la chance de voyager partout, et notamment en Asie, on oublie souvent l'impact du packaging. Alors en Asie, ils ont une tendance à mettre tout sous plastique. Je reviens de 3 semaines de Japon et j'ai été assez très surprise de voir des bananes à l'unité emballées par du plastique. Je comprends. Voilà, là c'est compliqué. Et à côté de ça, vous avez d'autres pays comme la Malaisie, le Vietnam, l'Indonésie, qui vont vous proposer des packaging naturels, dans de la feuille de banane, dans de la feuille de palmier, etc. Très intéressant. Et ça, je pense que c'est une tendance qu'il va falloir regarder. Il va falloir regarder aussi tout ce qui est vegan, hein, tout ce qui est réduction de produits laitiers, et c'est ce qu'on a sur le ciel, hein. Il y a beaucoup de substituts et d'alternatives véganes aux produits actuels. Donc tout ça, ça fait partie des grandes tendances qu'il va falloir suivre. Tout à fait. Et puis, vous l'avez dit, hein, il y a un enjeu de durabilité, de RSE qui est extrêmement majeur, hein, et qui n'est pas seulement un effet de mode, mais vraiment une tendance de fond. Faut que ce soit vraiment ancré. Moi, je m'étais fâché à l'époque chez Carrefour. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, maintenant c'est plus le cas, hein, je tiens à le dire, mais à l'époque, moi, j'essayais de recycler les produits qui étaient à date de péremption. Et on avait des rôtisseries. Et les poulets, par exemple, qui étaient en date de péremption, je les mettais dans ma rôtisserie. On m'a interdit de le faire. Et je leur ai dit, mais c'est pas possible. Ils m'ont dit, ben non, on achète nous-mêmes des poulets prêts à rôtir, donc tu dois faire ça. Et je fais, ben non, moi j'ai des poulets qui vont... Donc on s'est fâchés, mais maintenant je crois que mon modèle a été appliqué un peu partout. Oui, puis les mentalités évoluent de toute façon, et on n'a pas le choix. Enfin, mais exactement. On est dans un environnement où on n'a plus le choix. Donc la durabilité, on en parlait, hein, c'est un enjeu majeur dans le secteur alimentaire. Comment vous voyez le rôle justement des chefs et des enseignes dans la promotion de ces pratiques durables ? Donc évidemment, il est clé, mais comment il peut se retranscrire à la fois en termes de sourcing des ingrédients et de réduction des emballages alimentaires ? Après, il faut qu'ils soient... moi, je vais dire que les enseignes doivent être vraiment prescripteurs. Donc, ils doivent montrer le modèle. Donc, c'est à eux d'inventer un nouveau modèle. Alors, ils commencent à le faire. Hein, on le voit avec des recettes. Bien sûr. On le voit avec des podcasts comme le vôtre. Voilà, ça, c'est bien parce que justement, on a des partages d'expérience avec des gens qui vont vous dire... Voilà, moi aujourd'hui, je fais des pailles à base de seigle. Donc voilà, je recycle du seigle, voilà, et j'ai pas besoin de les emballer dans du plastique ou dans des choses comme ça. Donc vraiment, les grandes distributions
ont un rôle, j'allais dire, autant vendeur que médiatique. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aillent faire, non pas que de la pub à la télévision, ça c'est d'accord, mais se dire, tiens, on a un petit créneau et on va faire des podcasts, des vidéos avec des chefs, proposer des recettes éco-responsables, et puis proposer par exemple tout ce qui est batch cooking, voilà les recettes. Alors après, c'est difficile de leur dire que normalement... c'est bien quand on va faire ses courses avec une liste comme ça, on s'y tient, mais c'est difficile pour une enseigne de dire ça. Mais une enseigne qui le promeut, eh ben, franchement, je pense qu'au niveau de la transparence et de la crédibilité auprès de ses consommateurs, elle a tout à gagner. Absolument. Et même chose, je vous rejoins dans le sens où aujourd'hui, et c'est encore plus vrai dans notre société, les marques ont un rôle de prescription, de leader d'opinion, et elles peuvent tout à fait influencer, et même un rôle politique. On pourrait parler de ça pendant des heures, mais effectivement. Et pour tout ce qui est liste de courses, il y a des applications qui existent comme Joe. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, en tout cas, je les soutiens beaucoup parce que je trouve que c'est assez extra pour ceux qui ont pas le temps et qui cuisinent quand même. À des coûts tout à fait abordables. Vous avez aussi beaucoup parlé de l'équilibre entre tradition et innovation dans la cuisine. Comment vous pensez que justement la technologie et l'innovation peuvent cohabiter justement avec les traditions culinaires, et comment la grande distribution, encore une fois, peut-elle s'intégrer dans ces approches-là? C'est une belle question. Alors, elle est complexe. Elle est complexe. Elle est complexe. En la disant comme ça, je me dis bon courage. Mais je vous laisse avec. Elle est sympa. Elle est sympa, c'est un beau challenge. Alors moi, je trouve que la technologie, il faut qu'elle intervienne dans le soulagement des gestes. Il ne faut pas qu'elle intervienne dans la modification de la recette. Voilà. Alors après, forcément... la cuisine, c'est toujours de l'innovation constante. C'est-à-dire qu'on va chercher à améliorer toujours le plat, et c'est toujours dans un sens de bien-être et de santé. Mine de rien, on va vers là parce qu'on sait que finalement, c'est par l'aliment, par l'alimentation qu'on va espérer vivre le plus longtemps possible. Et je crois que c'est une quête perpétuelle de l'être humain de vivre le plus longtemps possible. Donc, il y a ça. Il faut que la technologie, et vous en parliez tout à l'heure aussi, alors... Sur le mode cuisine, ça soulage le geste, on va inventer des robots, etc. D'accord. Mais pour la grande distribution, c'est de créer ces fameuses plateformes. Et ça, je trouve que c'est important. Et d'être eux-mêmes une autre plateforme de vente. C'est-à-dire que pourquoi ne pas réinventer un modèle en se disant, j'ai un lieu physique, mais j'ai également un lieu où je regroupe d'autres, des petits producteurs, du local, des circuits courts. Et moi, je suis prescripteur. Et avec cette nouvelle technologie, des flashcodes ou des choses comme ça, je peux simplifier la vie du consommateur en regroupant des achats groupés, en facilitant les modes de paiement parce que je suis à la fois une grande enseigne, mais je suis une banque, donc je peux aider peut-être des producteurs à trouver un moyen de faire régler leurs achats. Voilà, il y a plein d'idées comme ça et de pistes qui peuvent être développées. Absolument. Et on a vraiment le champ des possibles aussi avec le développement de l'intelligence artificielle, entre autres. On va en parler à toutes les interviews, sur tous les sujets, et on est juste aux prémices. Maintenant, question durabilité, intelligence artificielle, c'est une autre question. L'intelligence artificielle, il faut être intelligent non artificiellement pour l'utiliser, voilà. Exactement, et l'utiliser à bon escient. À bon escient, voilà. Le Cial, évidemment, c'est une plateforme incontournable pour découvrir les innovations alimentaires. Parmi toutes les nouveautés que vous avez pu voir au salon, je vais vous demander la question qui tue. Non, faites pas ça. Faites pas ça, je ne pourrais pas. Non, mais est-ce que vous pouvez nous parler alors d'une ou de plusieurs, mais innovations là qui vous viennent et qui vous ont particulièrement marqué? Alors, ce que j'adore vraiment le Cial, c'est que déjà c'est un salon complètement fou. C'est fou parce que c'est le monde entier qui est réuni ici. Et ce que j'aime dans les cuisines de ce genre de salon, c'est que les gens sont tellement fiers de nous montrer leurs produits et ils arrivent tous en disant voilà. Parfois, on fait, je connais, mais c'est pas grave. Mais il y a une telle fierté des gens de nous montrer ces produits que c'est tellement agréable. Alors moi, tout à l'heure, il y a un produit que j'ai découvert que je connaissais pas, alors j'aime bien quand c'est des produits 100% naturels. J'aime moyennement les produits transformés, mais il y a des très beaux transformations. Là, c'est des Ukrainiens qui font ça, c'est deux frères, ils sont fans de fromage. D'accord. Et en fait, ils ont, avec le process de la NASA, ils ont déshydraté des bouts de fromage. Donc c'est un produit qui est 100% fromage. Et ça fait des petites billes croustillantes. C'est fait à basse température. Je pourrais pas vous dire comment ça fonctionne vraiment. Mais alors, on a un fromage qui est croustillant et en plus, on est en durabilité. C'est-à-dire qu'au moins, le fromage il se conserve pendant des années. C'est super intéressant. Vous avez le nom
Bien sûr. Non, mais on le retrouvera Sneko, sinon. voilà, Sneko, c'est Sneko, et Ok. voilà, et c'est deux frères ukrainiens, ils s'appellent le Dry Crunchy Cheese. Dry Crunchy Cheese. Très Avec bien. un anglais dans le texte. J'adore. Et bah écoutez, je regarderai, puis on mettra évidemment la Ouais. marque Allez-y, parce que dans les notes de c'est l'épisode. amusant. Et après, on a tout un dérivé. J'aime bien aussi un belge. Alors, le belge, parce que c'est très drôle, parce qu'il me fait dire des choses absolument affreuses sur scène. C'est-à-dire qu'ils ont créé un sucre, c'est un substitut de sucre à D'accord. base de fibres probiotiques. Et du coup, ça a des effets anti-laxatifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet laxatif. mais Donc, c'est je suis intéressant. en train de parler de ça à 11h devant des gens. Et je leur parle de leur digestion. Mais Mais c'est marrant. n'empêche, c'est très intéressant. Ouais. Très intéressant. Donc, parce que dans les produits, voilà, s'il n'y a pas d'additifs et de sucre, eh ben, on digère On digère mieux. mieux. Très bien. On assimile mieux. On assimile mieux. Et bah écoutez, merci beaucoup en tout cas Cyril pour cette Merci, interview. Salomé. Où est-ce que les auditeurs peuvent vous retrouver s'ils ont des questions, des remarques? Même si je sais que vous êtes bien pris Alors, par moi et ils par peuvent me vous. retrouver. Alors, franchement, sur Instagram, moi, c'est ma plateforme préférée. Pinterest aussi, puisque j'étais food ambassadeur pour eux. D'accord. Puis je viens de sortir un livre, donc j'en profite pour leur dire sur le Bien livre, sûr. un gros livre sur les œufs qui s'appelle Excellent. Donc, Super. ils peuvent me retrouver en librairie. Super. Et bah merci beaucoup en Merci tout cas. Salomé, très agréable.